Alors merci pour cette présentation et merci pour cette invitation. Je me sens vraiment privilégiée, ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour essayer d'abord de justifier mon titre, mais de vous dire aussi d'où je parle et pourquoi en fait j'en suis arrivée donc à ce titre. Et je vais essayer en fait de placer ce titre dans les quelques pays d'ancrage donc que j'ai et qui ont nourri ma réflexion tout au long de ma vie. Alors d'abord l'Algérie, ensuite la France, le Québec et finalement la Belgique, donc depuis 2019, donc où j'y vis, où je travaille au Centre d'action laïque, qui est un organisme paragouvernemental donc qui s'intéresse donc à toutes ces questions, disons de neutralité, parce que c'est ainsi que la laïcité donc est évoquée en Belgique. Et cette réflexion, je vais la faire à la lumière de mon expérience, évidemment, de mes connaissances, de mon vécu, mais aussi à la lumière de ma condition de femme, de ma condition de libre penseur, ayant un héritage musulman, de politologue, de journaliste, d'écrivaine, franchement et farouchement attachée à la liberté. Alors, si l'on prend évidemment ce titre que je vous propose, « Accepter l'intolérance au nom de la tolérance », et qu'on place ce titre dans le contexte algérien des années 90, il est assez facile à décrypter, parce que, en tout cas de mon point de vue, évidemment, on vit une montée de l'intolérance en Algérie à cette époque-là, qui est porté par un mouvement politique qui s'appelle le Front islamique du salut et qui vient remettre en cause d'abord la nature politique de l'État algérien. Donc l'État algérien étant une république populaire, bon, soi-disant démocratique, mais disons un État à mi-chemin entre le religieux et la modernité, c'est-à-dire avec un pied dans le religieux et un pied dans la modernité. Et évidemment, cette expérience donc s'est essoufflée, l'expérience de cet État algérien hybride. Alors, il s'agissait pour le Front islamique du salut de redéfinir la nature politique de l'État, c'est-à-dire de nous proposer un autre pacte social, à savoir une république franchement islamique. À la lumière un petit peu de l'expérience iranienne. Donc il s'agissait de poursuivre l'expérience iranienne et de l'implanter surtout en Afrique du Nord, avec évidemment des conséquences majeures en Afrique, mais aussi des conséquences majeures en Europe. Et pour donc établir cette république donc islamique donc algérienne, il fallait créer un nouvel être algérien. Comme le disait Nietzsche, donc il fallait reconfigurer le logiciel de l'individu algérien, de l'être algérien. Il fallait réinventer sa façon de croire, il fallait réinventer sa façon de s'exprimer, son rapport à la vie, à la société, à la musique, à la danse, à la nourriture, à l'habillement. Et évidemment, il fallait reconfigurer cet être de façon à ce qu'on se ressemble toutes et tous. Il n'y avait aucune place à l'individu. Il y avait une seule interprétation possible de l'islam et il y avait surtout une seule mise en application possible de l'islam. Donc vous voyez que concernant la pluralité, concernant cette possibilité d'interprétation que chaque individu peut avoir, elle est totalement balayée. Dans un État totalitaire, dans la République islamique, donc fantasmée par le Front islamique du salut, il y a une seule communauté, c'est la communauté des croyants telle que eux se l'imaginaient. Donc il y a un islam. En fait, il faut que je dise que tout a commencé, en tout cas pour le Front islamique du salut, de façon, disons, visible en 1988, plus précisément en 1989, parce qu'à partir de cette date,
une fenêtre démocratique s'est ouverte en Algérie. Avant, nous étions dans un système de parti unique, c'est-à-dire un parti, une télévision, une radio, un journal. Bref, la vie se déclinait, la vie institutionnelle se déclinait un peu en noir et blanc. Donc, une liberté sous contrôle d'un parti unique. Et à partir de 1989, chose très intéressante, c'est qu'il y a eu vraiment un élargissement, un souffle, une fenêtre. Et nous y avons cru. Nous pensions à cette époque, en 1989, eh bien, que nous étions à deux doigts de rentrer dans l'ère de la démocratie, que nous allions connaître eh bien, le paradis, parce que la démocratie, c'est évidemment, en tout cas à l'époque, pour nous, c'était la démocratie. Le paradis, c'est ça, c'était la démocratie. Alors, cette fenêtre, elle s'est très vite refermée, parce que le seul parti politique qui a pris l'initiative, qui s'est imposé, non seulement avec des idées, avec des troupes, mais aussi avec des milices militaires, ça a été le Front islamique du salut. Donc il avait à cette époque un programme, il avait évidemment de l'argent, des relais à travers un réseau de mosquées à l'échelle de l'ensemble du territoire national, si bien qu'à la boutade on disait « mais comment peut-on rivaliser un parti politique qui a cette possibilité d'organiser un meeting par semaine, c'est-à-dire durant donc la prière du vendredi, et d'organiser des rendez-vous réguliers tous les jours au rythme des 5 prières par jour. Eh bien, très vite, on a compris que la confrontation avec ce parti allait être brutale, allait être violente, parce qu'il a été un peu impatient d'arriver au pouvoir. Et dans son impatience, il s'est précipité. Il a ouvert plusieurs fronts. Évidemment, un front contre d'abord les agents de l'État, donc les policiers, les gendarmes, les militaires, les fonctionnaires, mais aussi les enseignants qui ont payé un très lourd tribut, les intellectuels, les journalistes. Une centaine de journalistes et de personnes appartenant donc au monde des médias ont été assassinés d'une façon absolument atroce en Algérie, si bien qu'à cette époque, l'Algérie était l'un des pays où l'on risquait de mourir le plus lorsqu'on exerçait donc ce noble métier qu'était le journalisme. Parmi toutes les catégories qui ont été ciblées, elles ont toutes été ciblées pour des raisons, disons, professionnelles, idéologiques. Il n'y en avait qu'une qui échappait donc à ces catégories-là. C'était les femmes. Les femmes, elles ont été ciblées parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles incarnaient l'altérité, tout simplement. Et la confrontation entre l'islamisme et les femmes est passée évidemment à travers le corps des femmes, c'est-à-dire l'imposition eh bien, du voile islamique. Et l'obligation de porter le voile islamique. Et beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'Algériens ont résisté à cette époque. Nous avions deux choix, celui de résister ou celui d'abdiquer. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont résisté. Alors les résistances, elles étaient multiples, elles étaient plurielles. Certaines étaient silencieuses, sourdes, muettes. Mais le fait de continuer, d'être debout, d'aller à son travail, d'envoyer ses enfants à l'école, nous étions déjà dans la résistance. Et celles qui ont résisté véritablement au plus profond d'elles-mêmes, ce sont les femmes qui continuaient d'envoyer leurs petites filles à l'école, dans une école publique mixte, où les garçons et les filles se rencontraient et partageaient le même enseignement. Alors, les choses se sont précipitées dans mon pays, si bien que
J'ai quitté donc mon pays en 1994 en raison d'une condamnation à mort du FIDA, donc du Front islamique du djihad armé, qui a ciblé l'ensemble de ma famille. Et ce groupe se spécialisait dans l'assassinat d'une catégorie particulière de la population, les intellectuels donc de l'Ouest, plus particulièrement. Parce que à cette époque, il y avait donc une pléthore de milices, et chaque milice ciblait donc une catégorie particulière. Et donc, nous avons dû quitter l'Algérie. Et nous sommes arrivés donc en France en 1994, et fait, disons, étonnant. En France, l'islam politique était une problématique, disons, peu connue, peu débattue. Les chefs islamistes ont été accueillis comme étant des réfugiés politiques, alors que les intellectuels algériens et que beaucoup d'Algériens donc n'ont pas été accueillis dans ces conditions, parce que leur reconnaître le statut de réfugié politique, c'était reconnaître la confrontation, c'était reconnaître l'islam politique autant que menace existentielle pour l'État et la société. Et la France, et plus largement donc l'Europe, eh bien, n'était pas rendue là dans sa réflexion. Mais les chefs islamistes ont été reconnus comme réfugiés politiques sur l'ensemble du territoire européen, qui s'était établi en Italie, en Espagne, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas. Bref, ils se sont éparpillés de façon à pouvoir constituer l'international islamiste, de façon à pouvoir poursuivre et continuer leur militance islamique. Ils se sont donc ancrés dans les quartiers, où là, leur travail a été véritablement d'une grande efficacité. J'ai pu le découvrir parce que nous avions donc atterri à Saint-Denis, donc une ville populaire qui avait accueilli des réfugiés espagnols, portugais, italiens, grecs, et nous pensions, nous, démocrates, naïvement, que nous allions aussi être reconnus comme étant des républicains algériens. Or, il n'en a rien été. Et donc, à Saint-Denis, j'ai pu donc mesurer l'état d'avancement, de la pénétration des idées, mais du travail des islamistes dans différentes villes, à Bobigny, à Stein, à La Courneuve, et j'en passe. J'y ai fait donc un travail associatif, j'y donnais donc des cours de soutien à des gamins, où là déjà, des gamins de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, considéraient que les femmes étaient l'incarnation du diable, que dès que je touchais une épaule, c'est comme si j'envoyais un électrochoc. Et donc, c'était vraiment la question des femmes était extrêmement sensible. Donc, la haine des femmes, la détestation des juifs, de l'autre, bref, on sentait déjà qu'il y avait vraiment une construction politique qui avait pénétré, qui commençait donc à pénétrer dans les quartiers. Et il y avait donc, en plus de ce travail, un autre front qui a été donc ouvert, et c'est celui évidemment de l'école. Donc les islamistes avaient pour agenda d'investir l'école de la République, déstabiliser l'école de la République afin de bloquer l'ensemble de la société, à travers, évidemment, une revendication bien précise qui était celle du voile islamique. Et à travers donc, cette revendication, on va voir donc, un virage s'opérer. Parce que cette revendication donc, du voile islamique, elle ne se fait plus au nom de la religion. Ce n'est plus au nom de l'islam qu'on va revendiquer le port du voile islamique. On va revendiquer le port du voile islamique à travers un habillage des droits humains, c'est-à-dire à travers donc une sémantique bien rodée, le droit, la liberté, le choix.
d'une minorité, faut-il ajouter. Eh bien, quelle belle démarche pour neutraliser la gauche, pour bloquer l'école et neutraliser la gauche. Bien entendu, la gauche ne pouvait pas aller à l'encontre des minorités, à l'encontre des musulmans, à l'encontre des dominés, par définition discriminés. Eh bien, cette question du voile a fracturé l'ensemble du tissu associatif et politique. La question du voile a fracturé d'abord la communauté des enseignants, mais aussi la gauche, les syndicats, les féministes, les journalistes, le monde de la culture également. Bref, toutes celles et ceux qui s'exprimaient donc autrefois avec une vive hostilité vis-à-vis de la pénétration du religieux eh bien, dans la sphère publique, eh bien, trouvaient toutes les excuses pour, disons, ne pas prendre à bras-le-corps cette question de l'islam politique parce qu'elle impliquait des minorités. Eh bien, à ce moment-là, la boussole, on a perdu une boussole. On a perdu une boussole et la société française, donc, évidemment, elle se questionne. Elle est perdue, elle se questionne. Les partis politiques, donc, connaissent et vivent des mutations à partir de ce moment-là. Et les gains qui sont faits au nom de certains individus vont avoir des répercussions sur des communautés. Et ça va déboucher sur le communautarisme. En fait, on va renforcer le communautarisme à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a un repli identitaire qui va se faire. Et plus on va faire des gains, plus le communautarisme va, disons, s'installer. Alors peut-être apporter ici quelques nuances vis-à-vis donc des concepts entre une liberté de religion et la manifestation de la liberté de religion, qui est une nuance qui est très importante. Ce n'est pas parce que la liberté de religion existe que la manifestation de la liberté de religion doit aussi exister à tout moment et à chaque instant. Or, ici, de plus en plus, on va pousser l'idée qu'on ne peut pas restreindre la liberté de religion, que la liberté de religion est une forme d'absolutisme religieux, parce que c'est ce que demandent les islamistes. C'est à travers le voile islamique, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de distanciation entre ma personne et ma pratique religieuse, entre ma foi et ma pratique religieuse, et entre ma pratique religieuse et la manifestation de la pratique religieuse. Donc il y a là vraiment tout un champ qui va s'ouvrir. Et pire encore, on va franchir encore une autre étape, disant que tout désir de restreindre la manifestation de la liberté de religion est du racisme, donc de l'islamophobie. Donc on va franchir le pas, donc c'est un racisme particulier, dirigé contre les musulmans, donc c'est de l'islamophobie. Et donc, on va donc vivre des moments, évidemment, de tension, mais aussi d'initiative. L'État prend des initiatives, et notamment cette commission, donc Stasi, qui est donc organisée par, à travers la volonté donc, de Jacques Chirac, qui au départ était plutôt donc, éloigné de cette idée donc d'établir une loi, qui sont arrivés finalement à la conclusion de la nécessité de la loi, de l'urgence de la loi, de la légitimité de la loi. Pourquoi? Ce qui a fait basculer en fait les différentes personnes donc qui siégeaient, la vingtaine de personnes qui siégeaient donc dans cette commission, c'était le témoignage donc de filles issues de la communauté donc essentiellement maghrébine qui ont témoigné à huis clos. Donc c'est dire qu'elles avaient peur et
qui ont demandé aux commissaires de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire de leur offrir un lieu d'émancipation, pour les soustraire à l'emprise de leur communauté, de leur famille dans certains cas. Et donc c'est à ce moment-là que les commissaires sont arrivés à la conclusion de la nécessité de cette loi. Cette loi donc, qui a été promulguée par la France a eu un retentissement international. Rappelez-vous, 2 journalistes français sont kidnappés en Irak. Donc mes 2 collègues, Christian Chenot et Georges Malbruno, kidnappés donc par l'armée islamique de libération de l'Irak, qui n'avait qu'une seule demande, que cette loi devienne caduque, c'est-à-dire que la France abandonne cette loi. Donc c'est vous dire un petit peu la portée de la loi. Et on est sorti en fait du champ franco-français parce que en fait établir cette loi, c'était créer un précédent à l'échelle internationale. Comment est-ce qu'un pays peut-il donc restreindre le champ de la manifestation religieuse? La France n'a pas cédé grâce à Jacques Chirac qui a eu cette intelligence, ce flair politique de dire la loi sera appliquée, la loi va être appliquée. Et j'ai rencontré donc par la suite des gens qui étaient directement impliqués dans la mise en application de la loi, qui m'ont dit, nous avions imaginé donc à la rentrée scolaire, donc nous avions imaginé donc tous les scénarios possibles, c'est-à-dire une véritable confrontation entre les élèves et l'école, entre les parents d'élèves et l'école. Et il y a un seul scénario qu'on n'a même pas imaginé, c'est-à-dire celui de l'acceptation de la loi par les élèves et les parents. Et c'est ce scénario-là qui a finalement qui a été le plus, suivi. On a respecté la loi. On a respecté la loi grâce à un travail de médiation extraordinaire qui a été fait dans chaque école, parce qu'il y a eu des formations, on savait très bien quoi répondre, comment répondre, on convoquait les parents, on convoquait donc les élèves. Bref, la mise en application de la loi ne s'est pas faite dans l'amateurisme. Elle s'est faite avec un grand professionnalisme. L'État a repris la main et le rapport de force a très vite basculé du côté de l'État. L'État était en autorité, l'État avait la légitimité de promulguer cette loi-là. Dans cette confrontation qui va devenir évidemment une confrontation internationale, j'aimerais souligner aussi l'implication à l'échelle internationale de plusieurs pays qui ont tout fait pour acculer l'État français et qui ont tout fait aussi pour distiller un islam rigoriste, un islam donc idéologisé et politisé. Évidemment, ces États, nous les connaissons. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, donc ce sont des États puissants. Ce sont des États qui bénéficient d'une manne financière absolument extraordinaire et qui vont mettre cette manne financière à contribution pour arroser tout le monde. D'abord arroser une classe politique, vous le voyez bien, à travers donc les quelques enquêtes de journalistes, à travers le Qatargate, qui a encore rebondi au Parlement européen il n'y a pas très longtemps, donc c'est-à-dire le Qatar donc, qui arrose donc, des parlementaires donc, européens, donc arroser donc, la classe politique, arroser aussi tout le mouvement associatif à travers donc, le sport. Aujourd'hui, le sport est pris en otage par évidemment des sponsors qui non seulement donc, donnent de l'argent, mais distillent une façon d'être, une façon de vivre. Les banlieues ont aussi donc, reçu de l'argent, les associations.
Et c'est là où peut-être s'arrête la comparaison entre les fondamentalismes. Tout à l'heure, lorsqu'on essayait de comparer donc, les différents fondamentalismes, donc c'est vrai, il y a des fondamentalistes évangélistes, il y a des fondamentalismes juifs, il y a des fondamentalismes musulmans, et bref, et en fait, on met ces fondamentalismes presque à égalité en disant, regardez, il y a un champ des fondamentalismes. Moi, je fais un pas de côté, et je ne considère pas donc cette problématique de cette façon-là. Pour la simple raison que lorsqu'on parle de l'islam politique, on parle d'État qui subventionne, on parle d'une internationale et on parle aussi de deux leviers à disposition des États et des associations à l'échelle internationale. Donc ces deux leviers, c'est l'OCI, l'organisation donc des États, donc de la conférence islamique, destinée aux États, donc destinée aux ministres des Affaires étrangères, donc ce sont donc une soixantaine de pays. Donc c'est le seul lobby religieux dans le monde étatique. Et il y a aussi un autre levier qui est destiné, celui-là, aux ONG, aux organisations, qui est celui donc de la Dawa, et qui est donc une manne financière. C'est une caisse d'argent. Et là, mettons, je ne sais pas moi, vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes une petite association musulmane, voilà, vous leur envoyez donc un message et voilà, si vous faites le bon suivi, le suivi qu'il faut, bah, vous allez recevoir votre petit chèque. Et donc, ces deux leviers existent. Le premier, donc en direction des États, existe depuis 1969 et le deuxième existe depuis 1962. Et les deux leviers, le QG des deux leviers existe en Arabie Saoudite. Donc c'est en Arabie Saoudite donc qu'a été pensée cette façon, si vous voulez, de répandre l'islam rigoriste. Évidemment, le calcul à l'époque, au début des années 60 et à la fin des années 60, c'était essentiellement de déstabiliser d'abord les États musulmans qui travaillaient pour la modernité. Donc les États, la Syrie, l'Irak, la Tunisie, l'Algérie, il fallait absolument bloquer ces expériences de modernité. Et donc pour bloquer ces expériences de modernité, eh bien il fallait un contre-projet. Et le contre-projet, ça va être celui de l'islam politique. Et à la manœuvre, ça va être l'Arabie Saoudite. L'Iran n'est pas encore dans le coup. L'Iran va rentrer dans le coup donc, à partir donc, de 1979. Mais là, je vais faire vraiment très vite, parce que je veux garder donc, un temps pour l'échange. Alors, ce qu'il y a de fascinant, si vous voulez, à travers donc, mon expérience française... D'accord. À travers mon expérience française, ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez du titre de ma présentation, donc tolérer l'intolérance. Ben, les intolérants, c'était qui? C'était nous. C'était nous les intolérants. Et quand je dis nous, c'est-à-dire les réfugiés algériens. Nous étions considérés comme des intolérants. Et il y avait même un nom pour nous cataloguer à l'époque. Nous étions considérés comme des éradicateurs. Nous voulions éradiquer qui? Les pauvres victimes, c'est-à-dire les islamistes. Bon, alors là, laissez-moi vous dire que cette façon de présenter la problématique, cette façon de nous considérer, cette façon de dévoyer la tolérance, cette façon de fabriquer les victimes, a été pour moi vraiment un réveil. Parce que j'étais à milieu, évidemment dans ma jeunesse et dans ma grande naïveté, d'imaginer qu'en France, eh bien, il y allait avoir de la place pour des idées fascistes, pour déguiser des idées fascistes. Et pourtant, c'était vraiment le cas. En 1994, ceux qui ont déguisé des idées fascistes
étaient plutôt des gens donc, de la gauche. La gauche a servi eh bien, disons, non pas à nourrir un débat et à encourager un débat, mais véritablement à noyer le poisson dans l'eau. Et malheureusement, ce débat qui n'a pas pu être ouvert dans le milieu des années 90, eh bien, il a éclaté au visage de la France avec une terrible violence lorsqu'on a connu, évidemment, des attentats qui ont ciblé la France. Des attentats qui ont ciblé des journalistes. Souvenons-nous de cet attentat du 7 janvier de l'année 2015, où, dans la rédaction d'un petit journal satirique, deux islamistes armés de Kalachnikov, d'armes lourdes, qui répondent à Al-Qaïda Yémen, à une fatwa venant d'Al-Qaïda Yémen, assassinent cette rédaction. C'est rare dans l'histoire du journalisme qu'autant de personnes périssent. Même en Algérie, nous n'avons pas connu dans une même rédaction autant de victimes, alors que la maison de la presse a été ciblée par des attentats et par des bombes. Mais les journalistes ne seront pas les seuls à être ciblés. Les enseignants. Dans ce pays, un enseignant a été décapité. Samuel Paty. Du simple fait qu'il a évoqué, qu'il a montré, eh bien, une caricature. Alors si, dans le pays de Voltaire et dans le pays de Montaigne, on ne peut plus s'exprimer et on ne peut plus rire des religions, ben, que reste-t-il? La question est posée. Et donc moi j'ai quitté la France après 2 années et demie donc, pour le Québec. Et là en fait j'ai découvert donc un pays de tous les possibles, de toutes les libertés, avec une histoire donc marquée par le catholicisme. Là, je vous parle du Québec et non pas du Canada. Donc, le Québec, donc, ayant connu une époque donc, de fondamentalisme, d'obscurantisme, a tracé donc, un nouveau chemin à partir des années 60, à travers la Révolution tranquille, pour séparer l'État de l'Église. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'elle s'est façonnée à travers cette séparation de l'Église et de l'État, certes, mais aussi à travers le mouvement des femmes. Ça s'est fait en même temps. Donc, contrairement à la France, où les femmes ont dû attendre pas mal de temps pour être reconnues dans leurs droits, eh bien, au Québec, ça s'est fait au même moment. C'est-à-dire que cette volonté d'émancipation de l'Église, ce sont les femmes qui se sont appropriées pour mener eh bien, cette magnifique aventure donc, de liberté. Et bon, le Québec donc, a connu donc, des mutations extraordinaires. L'école a été soustraite donc, du religieux. Les services de santé, les services publics, la création a connu un boom incroyable à travers le théâtre, à travers la littérature, et est venue dans les années 2000 eh bien une notion nouvelle, celle des accommodements raisonnables, qui a un petit peu donc brouillé les cartes. Cette notion des accommodements raisonnables qui partait donc sur de bons a priori, c'est-à-dire aménager des espaces dans le milieu de travail essentiellement pour des personnes donc, ayant des difficultés particulières, s'est très vite transformé. En quoi? En privilège religieux.
destinée à des extrémistes religieux. C'est-à-dire, on s'est approprié un concept qui était à la base humaniste pour répondre eh bien, à des revendications d'extrémistes musulmans. Et on a en réalité créé la possibilité de déroger à la loi commune. Donc c'est le principe d'égalité qui a volé en éclats. Et c'est là où, si je replace donc mon titre « Tolérer l'intolérance », eh bien, dans le contexte québécois du début des années 2000, qui sont les intolérants dans cette histoire? Ce sont les laïcs. Parce que ce sont eux qui sont contre les accommodements raisonnables. Parce que on dit l'accommodement raisonnable, c'est un privilège religieux. Et nous sommes contre les privilèges religieux. Mais on nous dit, c'est vrai que c'est un privilège religieux, mais c'est un privilège religieux octroyé à une minorité. Donc, il faut se montrer ouvert. Et donc, le fait d'appartenir à une minorité justifie cette possibilité de demander un privilège religieux. Alors, j'ai vu ma société changer. J'ai vu ma société qui était donc détendue, qui était ouverte, qui accueillait un peu tout le monde à bras ouverts. Je l'ai vu se durcir. Et j'ai vu le racisme se créer. L'accommodement raisonnable crée le racisme. Parce qu'on déroge, on accepte qu'il y ait des gens qui dérogent à la loi. Et donc, quelques exemples, là, très vite, d'accommodement raisonnable. Une famille musulmane demande à une directrice dans une école maternelle de mettre un casque insonorisé pour leur fille, de façon à la prémunir de la musique de Noël. Il ne faut pas qu'elle écoute la musique de Noël parce que ce n'est pas bon pour elle. Et donc nous avons une ministre de l'Éducation qui vient justifier cet acte de donner un casque à une enseignante qui va venir le mettre à chaque fois qu'il y a des petites tounes comme ça de Noël. Une petite toune, c'est une petite musique en québécois. Permis de conduire. Voilà. On va passer un permis de conduire et si je suis si je suis un juif hassidique et que, ma foi, j'accepte pas de partager une voiture avec une femme, donc je vais demander que l'examinatrice soit remplacée par un examinateur. Donc je vais choisir le sexe du fonctionnaire. La police, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans un quartier où où il y a une population particulière, eh bien, on va faire en sorte de ne plus envoyer des femmes policières. Parce que, pour ne pas provoquer certains hommes, on nous dit. Et donc, finalement, le rapport à l'État change. Le rapport à l'État change et le rapport aussi aux femmes change. Donc, un fonctionnaire femme ne peut pas incarner cette autorité, l'autorité de la puissance publique. Donc, on nous dit, à travers ces quelques exemples, que l'autorité de la puissance publique ne peut être incarnée que par des hommes. Et que lorsque le principe d'égalité, il est remis en cause, on ne doit pas envoyer un message aux extrémistes. On doit mettre de côté le fonctionnaire. Voilà la dérive. Alors, le port du kirpan. Le port du kirpan, je peux aussi vous en parler parce qu'il touche directement l'école. Le port du kirpan, le kirpan, c'est des cigues. Vous avez vu, au Canada, on a de tout. Donc, le port du kirpan, le kirpan, c'est le petit poignard que les sikhs, disons, pratiquants portent. C'est un symbole, c'est dans le symbolisme du sikhisme. Et on a vu, au début des années 2000, une demande arriver dans une école. C'est la décision Multani, du nom de l'élève, qui s'appelle Multani, il a 12 ans.
et il veut porter le poignard lorsqu'il va à l'école. Et bon, évidemment, les enseignants, la directrice trouvent que ce n'est pas une très bonne idée. Mais les parents vont voir la directrice pour lui expliquer que ce qu'il voit n'est pas vraiment ce qu'il voit. Ce n'est pas un poignard, c'est un signe religieux. C'est pas pareil. Parce qu'un poignard, ben, c'est pas... voilà. Un poignard, c'est un poignard, mais un signe religieux, c'est un signe religieux. Et donc, du moment que c'est un signe religieux, ça cesse d'être un poignard. Vous me suivez, là? Bon, alors, c'est remise en cause d'acquis que nous avons donc chèrement gagné grâce à une révolution tranquille donc, qui a donc avancé, sont remis en cause donc par des mouvements qui mettent en avant donc des revendications donc appartenant à des minorités. Et donc on a dit stop, là ça va plus le faire. Ça va plus le faire. Donc nous voulons protéger nos acquis, nous voulons que l'école continue d'accueillir des enfants qui viennent de partout. Nous ne voulons plus donc être contrariés et bloqués par ces demandes. Donc nous voulons une charte de la laïcité. Nous voulons que la laïcité soit inscrite bien, dans la Constitution de l'État québécois. J'ai personnellement travaillé donc, à l'élaboration de cette charte. J'ai porté cette charte de la laïcité. J'ai été l'une des premières personnalités à m'opposer de façon véritablement frontale aux accommodements religieux et porter aussi une proposition positive qui est celle bien, d'une charte de la laïcité. Et chose assez remarquable, nous avons réussi, y compris dans un pays donc anglo-saxon, c'est-à-dire le Canada, à inscrire cette charte de la laïcité bien, dans la charte des droits et libertés donc, du Québec. Mais cette charte de la laïcité, donc l'État québécois est aujourd'hui un État laïque, formellement laïque, mais cette charte de la laïcité, elle est remise en cause bien, par les tribunaux canadiens. Donc le Canada, donc, qui a une culture donc, anglo-saxonne, n'accepte pas cette idée bien, de séparation bien, des églises et de l'État. Mais cette vague, disons, des extrémismes religieux, elle a convergé avec une autre vague qui est celle des mouvements identitaires qui ont commencé donc, à prendre forme aux États-Unis au début des années 90 à travers cette notion d'intersectionnalité qui est née donc, dans le contexte donc, vraiment stricto-états-unien. Et la convergence en fait de ces mouvements identitaires donc états-uniens avec des grands courants aussi donc identitaires, parce que c'est aussi des courants identitaires, les courants islamistes, bien donne une capacité de frappe importante à ces groupes qui sont capables aujourd'hui, dans un pays comme le Canada, de porter atteinte à la liberté d'expression, de porter atteinte à la liberté de création et à la liberté académique. Aujourd'hui, toutes ces libertés sont remises en cause. Toutes. Et je dis bien toutes. J'ai moi-même été interdite de prendre la parole dans les hauts lieux de la littérature, la Maison de la littérature de Québec, alors qu'elle m'avait invitée, a voulu m'effacer, m'interdire l'accès à la Maison de la littérature. Alors, certes, la soirée qui m'était consacrée a été annulée, mais nous nous sommes mobilisés pour qu'une autre soirée puisse être organisée. Nous n'avons pas renoncé à nous exprimer. Et la soirée donc, qui devait donc, se produire donc, a été donc, finalement reconsidérée et, on a pu, donc, et le débat donc, a pu donc, avoir lieu. Alors,
voilà donc, disons, en gros, hein, vraiment, voilà, à gros traits, ce qui a inspiré donc, les expériences qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri, qui ont donc aussi donc, inspiré donc, ce fameux titre que je vous ai proposé. Alors en Belgique, c'est pas très différent. J'y vis depuis 2019. La neutralité scolaire, elle est remise en cause. Les enseignants ont peur. Certains enseignements sont contestés. La neutralité de l'administration communale, elle est aussi remise en cause dans certaines communes bruxelloises, Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, toujours avec la même histoire, toujours avec ces demandes de voile, et ainsi de suite. Et donc, nous sommes en train de perdre sur le terrain de la neutralité de la fonction publique, parce qu'en Belgique, évidemment, il y a aussi cette loi qui existe en France, donc la neutralité donc, du fonctionnaire, donc l'interdiction de porter des signes convictionnels, donc ça tourne toujours autour de ce même principe. Une montée de l'antisémitisme, une liberté d'expression mise sous surveillance, une liberté des femmes qui est aussi remise en cause, et une laïcité donc, à laquelle on oppose une laïcité ouverte, parce que, évidemment, comme la laïcité, c'est de l'intolérance, donc il faut l'ouvrir. L'ouvrir à quoi? L'ouvrir aux religieux, l'ouvrir à l'extrémisme religieux. Donc on a vu émerger dans le débat public des concepts. La laïcité ouverte versus la laïcité fermée, la laïcité positive versus la laïcité négative, la laïcité accommodante versus la laïcité contraignante. Bref, bientôt on va avoir la laïcité de la danse du ventre et on va lui opposer je ne sais quoi. Il y a une fracture générationnelle partout, dans tous les pays, parce que ces idéologies donc identitaires ont fait beaucoup de chemin et des dégâts auprès de la jeunesse essentiellement. Une jeunesse qui est, disons, peu outillée vis-à-vis de ces questions-là, parce qu'elle n'a pas connu, elle n'a pas subi, elle n'a pas eu à réfléchir sur ce qu'est véritablement l'intolérance. Et donc, son corollaire, la tolérance. Parce que la tolérance se construit en fonction d'une certaine idée que nous avons. Évidemment, c'est un couple, l'intolérance et la tolérance. Et donc, nous avons de grands défis. Nous avons véritablement une responsabilité. Nous avons un souci d'expliquer, de faire de la pédagogie auprès de chacune et de chacun. Ce combat n'est pas un combat perdu d'avance. Seuls les combats auxquels on renonce sont perdus. Celui-là, il est à la base de nos sociétés démocratiques. Comme on le disait ce matin, la laïcité, c'est la liberté. Il faut continuer de défendre la laïcité parce qu'en défendant la laïcité, on défend la liberté. Et donc, c'est pour ça que je suis devenue, au fil du temps, une farouche intolérante, finalement. Et donc, voilà, donc je vous invite à réfléchir, finalement, sur ce traité de l'intolérance qu'on peut peut-être écrire ensemble, à l'image de Voltaire, mon maître, qui, lui, a écrit en 100 ans le traité de la tolérance. Voilà, merci.